C'est vrai qu'on n'a rien inventé depuis les cinéastes soviétiques qui n'ont rien à voir avec l'expressionnisme allemand. Donc, quelque part, voilà, puisqu'on peut dire tout ce qu'on veut, bah... voilà. Moi, je dis que Télépolis a été inspiré par Ben-Hur, voilà. Puisque quelque part, c'est vieux, donc... Et salut à tous et bienvenue sur Freakcast, le retour. Oui, nous sommes là pour à nouveau parler de films comme vous l'aimez, mais oui. Et je suis votre hôte, Arknea, et je suis, comme toujours, accompagné de Daisu. Oui, bonjour. Je suis accompagné de Nokide. Bonjour tout le monde. Et je suis bien sûr accompagné du grand, du célèbre, du magnifique Pamancha. Oui, c'est moi, les amis, mais je suis grand, ok, mais je suis pas spécialement célèbre, pour l'instant. Ils ne le savent pas encore, mais tu es déjà célèbre. Dans le futur, peut-être. Oui, le turfu. Mais en plus, mais c'est quelle transition, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, du turfu, le futur. Le futur qui s'annonce de plus en plus sombre chaque jour. Je tiens à préciser que c'est le futur du passé. Oui, exactement. C'est oui, techniquement le futur du passé. Oui, parce que... Et aussi, on va sans doute essayer désespérément de ne pas parler de politique de manière trop virulente. Mais on va être un peu obligé, parce que le sujet aujourd'hui, ça va être les dystopies. Oh non. Exactement. Et petite nouveauté, c'est que notre podcast maintenant sera divisé en deux. Oui, en gros, on va diviser le podcast en deux, c'est-à-dire chaque podcast va se baser sur un film au lieu de plusieurs. Ça va un peu recentrer le sujet. Et le podcast suivant sera un autre film, du coup, sur le même thème que la dernière fois. Donc cette fois-ci, pour inaugurer notre nouvelle formule, le thème est la dystopie. Du coup, on vient de le dire. Dystopie. Quelqu'un peut résumer la dystopie Nokide. Oh non. Okay. Alors, la dystopie, c'est un genre qui nous provient en fait de la littérature du début du XXe siècle et qui raconte en fait une société qui a fort changé. Disons que c'est très proche de l'anticipation, donc que c'est une réalité alternative où des événements ont changé. Et donc, nous avons alors, avec la dystopie, vraiment une utopie de société, donc qui pourrait sembler fonctionner. Or, ce n'est pas le cas. C'est une société qui va virer carrément au cauchemar, où le bonheur y est absent. Voilà, donc en gros, la dystopie, c'est le contraire de l'utopie où tout va bien. C'est un futur qui a mal tourné. Exactement. Nous vivons dans une société, mais un mouvement artistique. Et du coup, le premier film dont on va parler dans cette émission, ce sera Télépolis. Mamá. Mamá, ¿estás ahí? Shh, no hables si no estás seguro. Es peligroso. J'allais dire, pourquoi Télépolis ? On va le dire. On y arrive. C'est Pamancha qui d'accord. est proposé, donc je lui donne l'honneur de résumer ce film. Alors, Télépolis est un film argentin qui dépeint un monde où la politique dirige les médias et les médias dirigent la politique. C'est-à-dire la télévision ne cesse d'émettre des programmes de masse pour contrôler l'opinion publique et guider la population. Dis donc. Dis-moi, jusque-là, c'était pas de la fiction. C'est comme la vraie vie. C'est un documentaire. Oh mon Dieu, on vit dans Black Mirror. Obnubilé par les émissions de consommation, le peuple se désintéresse de la politique. Et Monsieur Télé, le chef des programmes et dictateur du régime, a pour solution finale d'hypnotiser les gens pour s'en assurer une dévotion totale. Au milieu de ce monde de désolation, où les habitants ont été privés de toute parole et ne communiquent plus entre eux, subsiste la voix. Elle est l'unique rescapée de cette dictature qui possède encore la parole et représente le dernier espoir de faire basculer le régime. Quand il dit la voix, c'est la voix de la gorge. C'est une chanteuse, la voix. Oui, alors... Là, je vous ai lu le résumé de Wikipédia qui est un peu... Et on t'en félicite. Oui, merci. qui est un peu dramatique, qui exagère un peu certains éléments, parce que ça sonne beaucoup plus épique que les films ne l'est réellement. Mais en gros, donc c'est l'idée, on est dans un monde où les médias guident la population et ont la main mise sur le pouvoir. Le principe, c'est que les habitants de ce monde n'ont plus de voix, en fait. Ils ne sont plus capables de parler parce
parce que la voix leur a été arrachée par une étonnante machine. Qu'on ne comprend toujours pas, mais on accepte l'idée. Ah, ce qu'il faut comprendre sur le film, c'est que c'est un délire un peu surréaliste, donc ça ne s'embarrasse pas d'avoir une logique très très précise, c'est un petit peu... C'est un peu un conte, une allégorie. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait un conte. Ouais. C'est une fable à relent politique. Du coup, c'est moi qui l'ai proposé à notre panel d'experts. Et en fait, c'est un film qui est très très peu connu. Enfin, il y a assez peu d'infos qui circulent sur le film. Donc, comme j'avais dit, c'est un film qui vient d'Argentine, qui a été réalisé par Esteban Sapir, dont c'est le seul long métrage. Qui n'a pas de page Wikipédia. C'est dit. Quelle tristesse. J'ai un peu enquêté sur cet homme. Il a assez peu réalisé, en fait. Je pense qu'il a eu assez peu de succès. Il est surtout connu dans la pub. Il a réalisé 1 ou 2 clips pour Shakira. Mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi lui ? Pourquoi le film ? En fait, je l'ai découvert à une époque où c'est genre, je me disais, oh là là, je suis trop fan de cinéma étranger qui viennent de pays dont je ne sais rien. Concrètement. Tu peux le dire, t'aimes bien les films que personne connaît. Oui, en gros, oui. Enfin, rien n'a changé depuis le temps. Et effectivement, j'aime toujours les films que personne ne connaît, parce que je suis un gros connard de hipster de merde. Et donc, tout simplement, je les ai découverts en furetant sur des pages de forums, de films peu connus, un peu bizarres, un peu surréalistes, qui viennent de pays inconnus. Et du coup, je sais plus quel âge j'avais quand je l'ai vu la première fois, mais je l'avais trouvé quelque part. Je ne vais pas dire où, parce que je ne m'en souviens plus maintenant. Donc, je me rappelle que j'avais bien aimé, j'avais apprécié tout le délire pastiche de cinéma muet, expressionniste, tout ça. Et du coup, quand est venu le sujet de la dystopie, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai ce film qui est peu connu et que ce serait sympa de le faire découvrir à nos auditeurs. Et puis en le revoyant, je me suis rendu compte que je ne me souvenais absolument pas de l'histoire. En fait. Je me souvenais que des visuels qui sont clairement la meilleure partie du film, je pense. Et du coup, je vous pose la question, du coup, vous qui l'avez découvert pour la première fois, qu'est-ce que c'est bien ou... Hein ? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Je vais proposer une autre question. Comment pouvez-vous le vendre, ce film ? C'est pas un film très facile à vendre, je pense, parce que il est en grande partie muet, en noir et blanc. Mais si je devais le vendre, je le vendrais plus peut-être pour ses visuels. Pour le côté, si vous cherchez un truc qui sort un peu de l'ordinaire, qui est pas prise de tête, qui a des gens, et je le vendrais plus à des gens finalement qui ont envie un peu plus de se laisser porter par une expérience. Voilà, peut-être ça, parce que finalement c'est ça quoi. C'est un film qui se base beaucoup sur ses visuels, qui sont du lot. Est-ce que tu peux nous expliquer les principes visuels du coup ? Donc c'est un film qui se base beaucoup sur l'identité visuelle des années 20, donc en noir et blanc, avec des mouvements parfois très rapides, des lumières très contrastées. Et un jeu d'acteur aussi qui suit un peu ça, parce que par exemple, moi perso, j'aime beaucoup le jeu d'acteur du méchant. Visuellement, c'est vraiment le gros gangster avec un cigare à la main qui fait des mouvements avec son poing en l'air en mode je suis méchant, je ne suis pas content. Il est très cartoon comme ça. Ouais, c'est ça, mais ça marche. Tout est très cartoon. Mais même dans le principe de comment il communique, ça fait extrêmement cartoon en fait. Parce que du coup, dans la diégèse de l'univers, dans l'histoire de l'univers, personne ne parle. Le truc, c'est qu'il communique, mais il communique avec des sous-titres, mais qui sont supposément présents dans l'univers et que les personnages peuvent lire. C'est ça qui donne lieu à d'innombrables petits jeux visuels et qui, je trouve, donnent un sel à cet univers. Un sel, tu es sûr, c'est le bon mot qui donne un goût à cet univers. La sauce. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien justement rebondir sur cet aspect-là, parce que c'est un aspect que je trouve toujours très intéressant. Et là, je parle aux personnes qui s'intéressent à l'histoire du cinéma, ou aux étudiants qui veulent faire du cinéma, ou même aux cinéphiles en général. Il résume bien en fait tout ce qu'on a accumulé dans l'histoire du cinéma. Donc on est passé du muet au parlant, et en fait il joue avec les deux aspects, le film. Donc il joue avec l'aspect
très expressionniste, qui finalement a été très fort utilisé durant la période du muet, parce que il fallait raconter des grandes histoires, des contes de manière très cartoonesque, entre guillemets, parce que ça permettait justement une grande fluidité de la narration. Ouais, c'est une communication très visuelle de l'histoire, en fait. Oui, très facile, très accessible, quoi, en tout cas. Ouais. Et avec le parlant, ça donne une autre dimension. Et vraiment, je l'ai ressenti durant le film, c'est que quand quelqu'un parlait, on était dans un autre univers presque. Et je trouvais que le mélange donnait bien, quoi. Et en plus de ça, l'utilisation des typos. Donc il y a aussi, en fait, les textes sont aussi intradigétiques, donc font partie de l'univers. Et c'est ça qui est aussi très drôle, qui rend encore, qui accentue encore plus l'aspect cartoonesque. Oui, bah pour donner un exemple, par exemple, t'as un moment, tu as un personnage qui espionne la conversation des méchants et pour montrer qu'il y a une partie de ce qu'ils se disent qu'il ne saisit pas, à un moment, t'as l'un des méchants qui cache visuellement les sous-titres. Oui. Et du coup, le spectateur ne lit pas les sous-titres et du coup, il ne peut pas savoir. Ça, c'est éminemment visuel comme truc. Après, il y a un autre... j'hésite à appeler ça un gag. Le truc, ça me fait penser à un espèce de gag des Looney Tunes où t'as des méchants qui tirent sur les gentils avec une mitraillette. Ah et, oui, je vois. Au lieu de montrer des salves de balles, t'as juste des ratatatatat comme ça, qui poursuivent les gentils. Des ratatates des lettres écrites, quoi. Oui, des lettres écrites qui poursuivent les gentils. Mais d'ailleurs, ça porte un nom particulier en bande dessinée, ça. Oui. C'est des onomatopées, oui, mais... Oui, mais c'est ça, tu as... C'est ça. Dans ce film, en fait, on tue avec des onomatopées. C'est trop génial. C'est ça. Tiens, un truc que j'aimerais dire par rapport au film, parce qu'on parle de cartoon, mais je trouve que en fait, le film est plus théâtral que cartoon, et je pense qu'il faut faire la distinction, parce que le principe des films des années 20, c'était qu'ils étaient théâtraux pour transmettre des émotions, parce qu'on ne pouvait pas parler. Et parce que le but d'un effet cartoon, c'est plus de faire rire, de montrer l'absurdité de quelque chose. Là, dans ce film, c'est plus pour montrer les émotions des gens, ce qu'ils ressentent, dans quel état ils sont. Et ça peut parfois donner un effet drôle, mais le but premier, quand même, je pense, c'est que de trouver des outils pour se passer de la parole. Oui, c'est clair. Après, je pense la frontière entre le ton dramatique du film et des visuels qui peuvent rappeler de l'ambiance des cartoons, je pense que c'est un peu fine, en fait. Parce que en soi, je pense que le film n'est pas spécialement inaccessible aux enfants, par exemple. Mais en fait, moi, en tout cas, je fais la distinction entre l'aspect théâtral et l'aspect cartoon. C'est que pour moi, l'aspect cartoon, il y a beaucoup plus un jeu visuel. Donc, c'est basé beaucoup sur l'exagération du ton et de la situation et des décors. Parce que, voilà, dans un cartoon, tu peux tout modifier, tout personnaliser, quoi, tu vois. Alors que le théâtre, en fait, quand on dit que c'est un ton théâtral, on va plus accentuer le jeu d'acteur, en fait. On n'accentue pas ce qu'il y a autour de l'acteur, tu vois, nécessairement. Parce que, en fait, oui, du coup, c'est théâtral et cartoon, en fait. Oui, c'est les deux en même temps, mais les deux se renforcent l'un l'autre aussi. Oui, voilà. Enfin, c'est ce que le mot expressionnisme sous-entend, c'est que les choses s'expriment beaucoup plus fortement. Et du coup, dans le jeu des acteurs, ça s'exprime par un jeu théâtral un peu exagéré, du fait qu'ils ne peuvent pas parler, du coup ils doivent communiquer autrement. Et au niveau de la réalisation, enfin du style visuel, ça s'exprime par des angles un peu exagérés. Oui. C'est ce qui caractérise l'expressionniste. D'ailleurs, une petite note aussi sur la façon dont les pensées sont exprimées, c'est-à-dire que pour pallier au fait que les personnages ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, on voit directement leurs pensées en fait, et c'est pas vraiment, enfin c'est en fait, finalement, c'est un peu comme des bulles de pensée à l'intérieur du film. C'est vrai que ça fait peut-être plus penser à les cartoons à ce niveau-là, quand tu vois ce que ton personnage pense, littéralement. Mais j'ai trouvé que c'était un choix intéressant parce que on se sent peut-être un peu plus impliqué dans le personnage, on se sent peut-être plus proche de lui à ce niveau-là. Ouais, il y a un rapport à l'intériorité à ce niveau-là. Après, c'est pas un film spécialement complexe non plus. Non, bien sûr. C'est une histoire qui est finalement assez directe et assez simple.
Et du coup, les personnages non plus sont pas spécialement recherchés. En fait, c'est comme on a dit, c'est vraiment une espèce de fable où les personnages ressemblent un peu à des fonctions. Ouais. Hein. Enfin, je pense que Noki Day avait parlé du méchant Monsieur Télé qui est une espèce de gangster avec son gros cigare qui fait... Bah, en plus, voilà, le méchant c'est un gangster et son homme de main c'est un homme rat, littéralement. Donc, niveau subtilité, on a vu mieux, mais ça fonctionne bien, en soi. Le savant fou a vraiment une gueule de savant fou. Ouais, il a un col gigantesque. Il a un col gigantesque, il a une télé sur la bouche. Ouais. Mais seulement sur la bouche. Donc, il y a un truc bizarre qui se passe. Ouais, cet univers est un peu saugrenu quand même, un petit peu. Hein. Oui, tu vois pas ça tous les jours, tu vois ça tous les 2 jours. D'ailleurs, petite note que je me suis fait, mais là ça parlera plus justement à un public adulte, mais surtout à un public cinéphile. Je sais pas si vous l'avez vu, vous. En tout cas, moi, je vois ça dans ce film. C'est une grosse référence à Metropolis avec la voix qui... la scène où la première fois on fait des expériences sur sa voix, voilà, pour moi c'est quand même une grosse référence. Oui. Mais en tout cas, moi je voulais en tout cas dire des derniers mots par rapport à ce film. Moi je sens surtout que c'est encore une fois une déclaration d'amour à ce genre de film, quoi. Donc ils ont vraiment voulu faire un film comme on faisait auparavant, mais avec les avantages de maintenant, quoi. Et... Ah oui, mais attention du coup, parce que j'avais lu une tonne de reviews qui reprochaient ça un peu au film, qui reprochaient d'avoir un style qui faisait référence à ce cinéma-là, mais qui ne le faisait pas de la bonne manière, parce qu'il utilisait des effets numériques et tout. Ouais. Ah, d'accord, ok. Oh, c'est un peu dommage c'est un peu débile, se fermer je trouve. par rapport à ça, parce que, oui, voilà, je suis d'accord un peu. Mais je suis d'accord, c'est le rendu qui compte. Mais... C'est le rendu qui compte, et puis, voilà, pourquoi se priver des avantages de maintenant, quoi. Encore une fois, c'est une question de pertinence. Quand on fait un film de maintenant, on utilise les techniques de maintenant, tu vois. Même si c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de très très grands fans de la vieille façon qui aiment bien qu'on filme encore avec la pellicule, tu vois. Mais en vrai, bon, voilà, ça ne restera plus très longtemps en vrai. Je sais même pas si le Esteban Sapir voulait le faire avec des effets numériques. Je me demande aussi si tout simplement il n'avait pas le budget de le faire. Il n'avait pas les moyens techniques de le faire avec les vieilles techniques. Parce que concrètement, je pense que même en 2007, ça devait coûter beaucoup plus que de juste avoir un fond vert sur certains trucs. Non, mais très clairement, en fait, ça lui aurait coûté encore 2 fois plus cher, 3 fois plus cher, voire. Mais tout son jeu visuel avec les sous-titres et... ça aurait été la galère, quoi. C'est le truc que tu peux faire que en fond vert ou qu'avavec des effets numériques. Donc d'office, il voulait faire... S'il avait juste voulu faire, tu vois, que ça passe inaperçu et que ça ressemble vraiment à un film muet, ça aurait ressemblé plus à un film muet que ça, en fait. Et encore, il a chipoté beaucoup avec les effets pour que on ait l'impression que ça a été fait à la main, tu vois, que c'est pas non plus tip-top bien calé, tu vois, que il a quand même fait un travail de cohérence visuelle, quoi. Mais voilà, donc je trouve que par rapport à cet aspect-là, il a fait du très bon travail. Après, c'est un style qui malheureusement ne plaît pas à tout le monde. Hein, c'était pas qu'il lui reprochait de faire du vieux style, c'est plus qu'il lui reprochait de faire du vieux style un peu comme un espèce de déguisement pour faire genre, tu vois. Ouais, mais bon, il y a personne qui... Oui, si, il y a des gens qui pensent comme ça, mais bon... Et bon, il fait ce qu'il veut déjà. Une minorité, voilà. Ben voilà, c'est très difficile de faire des films de ce style maintenant, hein, parce que voilà, ça n'intéresse plus beaucoup de gens. Mais pour un grand fan des vieux films, voilà, quoi. Après, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, j'aurais pu à la limite comprendre la critique si ça avait été un gros blockbuster qui voulait se donner des genres, alors que bon, là c'est quand même un petit film sans prétention qui veut juste faire un beau truc, quoi. Donc finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire toute l'histoire, quoi? Le truc, c'est que je sais pas, parce que j'ai pas vraiment les infos sur la sortie en Argentine. Je sais pas vraiment si
en Argentine, c'était considéré comme un petit film indépendant ou alors comme un film un peu plus axé grand public qui essaye de faire genre. Voilà, malheureusement, il y a très peu d'infos qui circulent sur le film, à part excusez-nous de ne pas reviews, être au fait de tout le cinéma argentin. Voilà, nous ne sommes que des humains, nous ne pourrons pas tout savoir. Mais j'ai cherché, j'ai lu toutes les reviews. En plus, c'était rigolo parce que Arknea, tu t'as mentionné Metropolis, mais genre, j'avais regardé toutes les reviews que j'ai trouvées. Ce que j'avais trouvé rigolo, c'est que tout le monde citait des films différents, en fait, comme référence supposée de Télépolis. Donc, ils avaient cité genre Metropolis, hein, comme tu avais dit. Mais il y avait aussi genre Le Voyage dans la Lune, il y avait Docteur Mabuse, il y avait Les Yeux sans visage, qui n'a rien à voir avec Télépolis. Il y avait genre Capitaine Sky et le monde de demain. T'avais Brasil qui est là. D'accord. Bah, ouais. Oui, mais bon, pour le côté dystopique peut-être. Hein. En tout cas, c'est pas du tout un film muet, c'est les années 80 quoi. T'avais Citizen Kane. Ouais, ok. Redis-le. Citizen Kane. Est-ce que quelqu'un a vu une référence à Citizen Kane? Si, peut-être le méchant, il a un gros cigare, voilà, c'est un capitaliste qui s'enrichit sur le dos des autres, donc peut-être. Ah bah si, oui, c'est Monsieur Télé. C'est Monsieur Télé. Dans Citizen Kane, c'était Monsieur Journal, donc voilà, il y a quelque chose, c'est celui qui contrôle l'information. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, je pense que c'est pas un peu tiré par les cheveux, quoi. Bah écoute, déjà, je trouvais ça tiré par les cheveux, mais alors, si quelqu'un a vu la référence à Eraserhead de David Lynch, est-ce que quelqu'un a vu la référence, ou à Mulholland Drive de David Lynch aussi? Mais bon. Après, peut-être que le problème avec ces personnes, c'est qu'ils confondent entre influence et référence, tu vois. Donc forcément, je pense que... Oui, mais l'influence de Eraserhead? Non, peut-être pas Eraserhead, oui, c'est vrai. Mais Citizen Kane, forcément, c'est une influence. Non, mais tu comprends, Eraserhead, c'est en noir et blanc, le film Télépolis, c'est en noir et blanc, donc bon, voilà, il y a quelque chose. Dans Eraserhead, il parle pas beaucoup, donc quelque part... non, bien sûr, mais je parlais plus de Citizen Kane, tu vois, donc Citizen Kane, c'est devenu une influence pour presque tous les films, quoi, donc... Oui, d'accord, mais je veux dire, le cliché du méchant à cigare, il vient pas seulement de Citizen Kane, je pense à Al Capone, par exemple, aussi. Oui, c'est ça, ouais. Aussi, et puis c'est rentré dans l'imaginaire commun, quoi. Alors, ils ont cité aussi Tim Burton, qui est... un peu pour le côté un peu gothique, architectural, machin, peut-être, un peu. Oui, vite fait, mais bon... Ouais, mais Tim Burton s'inspire du mouvement... expressionniste, donc bon, je pense que c'est plus simple de dire que le film s'inspire de l'expressionnisme, comme Tim Burton, lui, s'inspire de l'expressionnisme. C'est peut-être un peu plus simple comme explication. Ouais, c'est un peu ça, je vois vraiment une filiation directe entre les deux. Alors, t'avais aussi Eisenstein. Bien sûr. Ou Dziga Vertov. Parce que depuis, on n'a rien inventé. Donc c'est vrai qu'on n'a rien inventé depuis les cinéastes soviétiques qui n'ont rien à voir avec l'expressionnisme allemand. Donc, quelque part, voilà, puisqu'on peut dire tout ce qu'on veut, bah... voilà. Moi, je dis que Télépolis a été inspiré par Ben-Hur, voilà. Puisque quelque part, c'est vieux. Donc... Après, je pars du principe que si ça se trouve, c'est fort probable qu'il y ait beaucoup de références à des vieux films, parce que bon, finalement, c'est un peu ça. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu veux faire un film en noir et blanc, inspiré des films des années 20, bon, t'as forcément des références qui se glissent, ne serait-ce que par accident. Donc oui, c'est fort probable. Oui. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se dire, de donner des références pour des références? Non, je pense pas. Mais voilà, écoute, si les gens voient des choses... Après, il y a des vraies références dans le film. Sûr, comme tu avais dit, bien sûr. Je pense qu'il y avait la référence à Metropolis, mais il y a aussi à un moment la référence au Voyage dans la Lune de Méliès. Donc, en parlant de références, je sais pas si on va garder ça, mais est-ce que quelqu'un sait si c'est une référence, le fait que à la fin la voix finit sur une étoile de David, ou c'est juste moi qui ai... On va parler du propos. Alors maintenant, le contenu. Qui veut s'exprimer par rapport au contenu? Moi, je m'exprime pas. Ok, il est temps de parler de politique, messieurs. Alors, moi, j'ai des trucs à dire, peut-être. Écoute, vas-y.
en vrai, enfin, je pense que le contenu, les thématiques du film parleront à des gens, à beaucoup de gens, je pense, mais en même temps, c'est des thèmes qui existent depuis très longtemps. Je vais pas dire que c'est des thèmes qui sont simples, mais ça reste un conte, quoi. Ça se résume quand même à les méchants contrôlent tout et c'est le rôle des opprimés de se relever contre eux, de libérer le peuple. Bon, voilà, écoute. Ouais, c'est pas des mauvais thèmes. C'est des thèmes qui nous parlent et qui nous parleront toujours parce que voilà, le monde est fait ainsi, est fait de façon que voilà, les puissances au pouvoir, ils contrôlent l'information. Oui, bah écoute, ça on en parle, je veux dire, on parle du cinéma russe, voilà, le cinéma russe, ça on parle depuis des années, hein, donc... Ah oui, c'est pour ça en fait. C'est parce que le Télépolis, ils disent le capitalisme, c'est pas... Hein, voilà, comme les Russes. C'était ça. En plus, non, c'est bon, du coup, ils avaient raison. Les héros de notre histoire, ce sont tous des opprimés d'une certaine façon. Voilà, c'est des gens qui ont perdu des trucs ou qui sont obligés de se cacher pour pouvoir exister. Donc, j'aime beaucoup le fait que littéralement, on va dire ce qui se rapproche le plus d'un héros et son père, c'est des licenciés, c'est des gens qui n'ont littéralement plus de travail. Du coup, ça fait littéralement les meilleurs candidats pour renverser le grand méchant au pouvoir qui a plein de pognon. Ah, c'est très intéressant. Donc, tu dis que les héros sont des chômeurs. C'est intéressant, je sais pas, mais écoute, c'est là, écoute... oui, enfin, c'est clair que c'est une espèce de parabole politique et critique de l'emprise... on va le dire, des capitalistes, hein, disons les choses. C'est surtout, ça parle du vocabulaire et des mots. Que celui qui contrôle ton vocabulaire et tes mots contrôle ton esprit. C'est ça le message, en vrai. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est très visuel parce qu'ils attrapent les mots de tout le monde, tu vois. Ils font une bouillie et ils en font des cookies comme ça. C'est ça. Du coup, spoiler. Oui. Donc, ce qui se passe à la fin, c'est que du coup le plan du Monsieur Télé, le grand méchant, c'est de comme il l'avait fait jadis pour capturer la voix des gens, pour les empêcher de parler à haute voix et donc quelque part de faire des manifs parce que du coup, si tu cries pas, tu peux pas faire une manif, hein, voilà. Donc, de la même manière qu'il a fait ça, disais-je, son plan, c'est de réactiver cette même machine pour, aller plus loin et se mettre à voler les mots des gens. Pour pouvoir contrôler le monde. Oui, pouvoir contrôler la communication des gens, en fait, faire en sorte qu'ils ne puissent plus communiquer. Comme ça, ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne peuvent plus que consommer. Consommer à partir des mots qu'ils ont crabouillés pour en faire la pâte. Ah, c'était très chouette, ça. Ouais, ça c'est un détail assez surréaliste, du coup, c'est que la machine qu'ils utilisent pour capturer les mots des gens permet aussi de transformer les mots en cookies. C'est la parabole du film. Ça, bien sûr, ça, on l'a tous vu, c'est une référence très claire à Soleil Vert, bien sûr, voilà. Le twist de Soleil Vert est très différent. Oui, d'accord. C'est pas la même chose. Je sais pas, dans un film de science-fiction, dès que ça parle de bouffe, il y a tout le monde qui pense que c'est une référence à Soleil Vert, donc pourquoi pas là. Regarde, dans Alien, ils mangent. Ouais, mais c'est Soleil Vert. Et en plus, la couleur des aliens dans Alien, c'est le vert aussi, donc On va peut-être se reconvertir en débatteur de conspiration. Voilà. On est sur un podcast conspi maintenant. Pourquoi il y a une étoile de David dans le film? Finalement, oui, pourquoi une étoile de David? J'avoue que je me pose la question. Donc, est-ce que quelqu'un ici... Mais il y a aussi la croix gammée. Hein. Oui. Bon, alors, un peu de contexte. Alors, l'Argentine... non. Ok, non, pour donner le contexte d'essais dans lesquels apparaissent la croix gammée et l'étoile de David. Du coup, la croix gammée apparaît dans la machine du méchant, qui lui permet de faire une expérience sur la voix, qui est la chanteuse, qui est la dernière personne du film à avoir une voix, à part son fils, qui lui va être branché à la machine des gentils, qui va permettre de contrecarrer la machine des méchants. Et le fils de la voix est branché à une machine en forme d'étoile de David. Ouais.
À partir de là, faut-il y voir un quelconque message? Oui, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ouille le débat. En sachant que, bon, le méchant secondaire, l'homme rat, porte un costume qui fait fort penser au costume des SS. Hein, donc, bon, il y a quelque chose. Ouais. Bah, après, le truc que je me suis dit, c'est que peut-être que ce truc du costume, comme tu viens de dire, c'est sans doute lié à l'histoire d'Argentine, en fait, spécifiquement, parce qu'ils ont une histoire avec les nazis, où beaucoup de hauts dignitaires nazis se sont réfugiés en Argentine, et l'Argentine refusait de les extrader et de les livrer au procès de Nuremberg et tout ça. Donc, voilà, je me dis sans doute qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qu'on ne peut pas saisir avec nos dégoûtants yeux d'Européens. Mais c'est surtout que je comprends... si, on peut comprendre l'aspect symbolique, tu vois, mais surtout... On peut comprendre l'aspect symbolique, mais je pense qu'il y a une référence culturelle spécifique à l'Argentine, peut-être. Oui. C'est ce que je me dis, c'est que peut-être qu'il y a ça aussi. Parce que battre les méchants avec une machine qui ressemble à un symbole de l'étoile de David... c'est particulier parce que ça exprime quelque chose, quoi. Par rapport à ça. On comprend bien ce qu'il veut dire, et ce qu'il veut dire, c'est que les nazis sont méchants et les juifs, ils sont gentils, d'accord? Ouais, mais ils sont plus que gentils, ils sont sauveurs. C'est ça que je me suis dit. Après, non, ils sont pas vraiment sauveurs parce que la voix, c'est plus une victime. Les sauveurs, finalement, c'est l'autre gars avec son père, et qui sauve le fils. Oui, ok, mais c'est le pouvoir de la voix du fils qui sauve la situation. Ouais. Mais bon, tout ça a été mis en place grâce aux opprimés de la société, voilà. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai qu'au final, oui, c'est vrai que en soi le symbole est peut-être lourd, mais je sais pas s'il y a tellement plus à voir là-dedans que c'est les opprimés contre les capitalistes oppresseurs, et pour symboliser ça, les méchants c'est des nazis, et puis les gentils c'est des gens que les nazis vont vouloir opprimer, tu vois. Franchement, si tu enlèves ces symboles, le film reste tout à fait compréhensible, tu vois. Je veux dire, y a rien qui change. On avait trouvé que le réalisateur était juif. Je dis ça comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on est vachement bien renseigné quand même. Hein. Bah oui, quand même. Il a pas de page Wikipédia quand même. Hein. Ouais, voilà. Bon. Un truc que j'aimerais dire par rapport aux thématiques et surtout à la façon dont les gens reçoivent ces thématiques, c'est finalement que, quand on parle de mots dans la science-fiction, souvent on revient un peu à 1984. Bon, déjà la plupart des gens qui parlent de novlangue, ils n'ont jamais vu 1984. Tout à fait. Déjà. En fait, le novlangue, quand il est utilisé de manière pertinente, ça désigne principalement le monde politique et de l'entreprise, qui change beaucoup le mot pour justement essayer de valoriser certaines choses, mais que la situation reste toujours aussi précaire. Tu vois, par exemple, dire une femme de ménage, une technicienne de surface, c'est plus valorisant de dire une technicienne de surface, mais ton boulot reste aussi catastrophique, tu vois. Donc, en fait, sur la science-fiction en général, souvent, ce qui fait que la science-fiction nous parle, c'est que ça parle des problèmes actuels. C'est pour ça aussi que les gens se sentent concernés par la science-fiction. C'est parce qu'en fait, ils se disent qu'en fait, le futur, c'est maintenant. Qu'est-ce que dénoncent les films, ça arrive déjà, alors que bon, c'est normal. C'est parce que c'est le principe même de ce genre de science-fiction, c'est de parler des problèmes actuels. Si on va plus loin, c'est pas que la science-fiction, c'est dans tout l'aspect de la fiction. La fiction représente un état d'esprit ou une vision du monde actuel de l'époque, tu vois, parce que qu'on fasse un film maintenant et un film en 1940, ça sera pas les mêmes thématiques, quoi. Oui, c'est vrai, mais je pense que le genre de la science-fiction et surtout le genre de la dystopie est beaucoup plus spécifiquement tourné vers la société, vers les problèmes actuels. Oui. Mais du coup, en vrai, je sais pas vraiment si c'est exactement le cas de Télépolis. J'ai l'impression que Télépolis parle de choses qui sont beaucoup plus universelles, et du coup, je me demande si c'est justement pas pour ça que c'est un peu pas spécialement mémorable, en fait. Ça fait un peu un espèce de truc genre, oui, les patrons essayent qu'on ne puisse pas discuter, du coup, machin, mais enfin, ça c'est quelque chose qu'on pourrait déjà dire genre en 1800 et je sais pas. Ouais, mais encore une fois, ça reste un conte, et
le gros problème, le gros souci du conte, c'est que, encore une fois, on aplatit les angles, tu vois. Donc, on simplifie les choses et finalement, la discussion, elle est pas très longue, tu vois. Et il y a encore les méchants, les gentils, tu vois. En fait, c'est ça le gros problème, c'est que ça reste manichéen. Et donc, quand c'est manichéen, le débat, il va pas très loin. Je pense pas que ce soit un problème quand il s'agit d'un conte, parce que justement, un conte, ce n'est pas fait pour être pris littéralement, et je pense que le film fait quand même des efforts pour bien montrer une réalité, qui ne ressemble pas, qui ressemble à la nôtre, mais en même temps qui s'en détache en montrant, par exemple, vous voyez, les télés sont bizarres, t'as des gens qui ont des vêtements qui sont assez, pas des vêtements, mais des accessoires assez spéciaux. Il n'y a qu'à voir comment la voix, est-ce qu'on peut appeler ça le visage de la voix le cerveau fou, on en avait parlé, et puis t'as les cookies, et puis tous les symboles avec la spirale, c'est quand même assez éloigné de nous pour qu'on puisse avoir assez de recul quand même. Oui, c'est clair que c'est... Mais en plus, c'est genre, tu t'abordais les vêtements, mais en fait, tout le monde est habillé comme dans les années 20. Oui, en fait, un peu steampunk, en fait. Oui, c'est ça, il y a un côté steampunk, en fait. Il y a un côté uchronique aussi qui fait que... C'est important de dire ça, parce que pour les fans de steampunk, pas oublier que c'est un film de steampunk, oui. Les fans de steampunk, si vous voulez, il y a ce film-là aussi, il est là. Je savais pas que c'est un film steampunk en soi, mais... Non, il y a une petite esthétique steampunk quand même un peu. Les hommes ballons, c'est carrément ça. Oui. C'est un peu ça le truc, c'est que l'esthétique du film reprend de plusieurs sources, en fait. C'est beaucoup des films expressionnistes, mais il y a aussi un côté steampunk. Du coup, oui. Mais je suis d'accord, les hommes ballons, c'est vrai que c'est un élément très steampunk. Et c'est même l'élément, on va dire, ça fait partie de ces éléments fantastiques qui sont un peu mis dans un film, qui aurait pu presque être réaliste, parce que à part ça, t'as aussi la voix qui a une esthétique que j'aime beaucoup, d'ailleurs. T'as la voix, t'as un homme-rat aussi. Oui, et t'as aussi le final qui se passe dans une usine un peu spéciale, où littéralement tu cuisines des mots. T'as aussi le fait que la machine est construite pour voler les mots des gens. Je veux dire, oui, la machine aussi. Je pense pas que ça aurait pu être un film réaliste, quoi qu'il arrive. Et puis, la machine est contrôlée elle-même par je suis pas sûr de ce que c'était, mais c'était dans le film. La petite fée du capitalisme. la petite fée qui est enfermée dans un globe à verre. D'ailleurs, l'usine est détruite quand cette fée meurt, donc quelque part, c'est un peu une espèce d'incarnation du capitalisme, en fait. La fée capitaliste. Je sais pas, tu me dis ça, maintenant j'imagine la petite fée de Disney, tu vois, et qui fait vas-y, travaille, rapporte le pognon. Moi, en voyant cette scène, j'avoue que j'ai essayé de construire dans ma tête une backstory à ce personnage. J'imaginais un plan à la Elfen Lied, qui déconne les bails, Elfen Lied avec une petite fille qu'on aurait capturée pour la mettre dans une machine et éternellement travailler. J'arrive pas à imaginer une backstory à la Elfen Lied. Waouh. Non mais écoute, quand on a des informations qu'on nous envoie comme ça sans explication, moi mon cerveau il essaie de construire un truc un peu logique, il essaye ne serait-ce que de trouver un sens à ce que je vois. Ah oui, d'accord, je vois. C'est le principe de tout cerveau. Genre un personnage qui a été créé dans un labo scientifique, tu vois. Je pense que vous cherchez trop loin. Les gars, je suis d'accord. On va trop loin. Là, je pense j'ai cherché, du coup, de nouveau, j'ai fait mes devoirs, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'interview du gars où il explique son truc, mais mon interprétation, c'est que le film, il est construit autour de trucs très symboliques, en fait. Il est construit autour de personnages qui sont des métaphores du vrai sujet dont il veut parler. Du coup, est-ce qu'il faut vraiment avoir toute une backstory pour la petite Elfen Lied du capitalisme? À nouveau, c'est un conte, on n'a pas besoin de savoir sur les choses. Oui, c'est ça. Je vais peut-être juste une dernière question qui va nous amener doucement à la conclusion. Du coup, je suppose qu'on est d'accord qu'on recommande tous le film. Oui, je pense, oui. Encore une fois, pas n'importe qui. Mais oui, je le recommanderais. C'est exactement ce à quoi je voulais arriver. C'est à qui on le recommande. Je le recommanderais plus à un public un peu plus cinéphile, pas quelqu'un qui...
bon, c'est pas un film accessible à tous, quoi. C'est intéressant parce que ce que moi je me disais, c'est que en fait, j'ai presque l'impression que dans sa simplicité, son espèce d'accessibilité, j'ai presque l'impression que c'est un film qui pourrait servir de tremplin, de premier pas sur la voie des films étranges. Parce qu'il est à la fois assez simple et assez facilement compréhensible dans sa démarche thématique pour quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué à des esthétiques très marquées et très frappantes comme ça, ne soit pas non plus trop paumé en fait. Ouais. Après, le truc est tellement obscur que j'ai l'impression que ça ne servira de premier film étrange à personne. Mais si vous êtes à l'intersection de ces deux paramètres, je vous recommande ce film. Bah, t'as pas tort, hein, dans un sens. Ça, c'est vrai que Ce ça sera peut genre être 3 personnes, mais... Ouais, moi je voyais pas d'autres personnes comme ça, à part, peut-être le proposer à des cinéphiles ou à des étudiants de cinéma, mais même ça, c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités. Et puis, voilà, encore une fois, ce sont des films qui sont durs à être appréciés à leur juste valeur, parce qu'on est tellement habitué aux films récents que... on n'arrive plus à regarder des vieux films. Ouais, bah après, enfin oui, je pense que finalement, c'est vrai que moi je le recommande aux étudiants de cinéma, même si vous n'êtes pas très attirés par des délires un peu différents, parce que c'est bien de savoir, c'est bien de connaître. Non, mais le plus important, c'est que pour l'élève, ça résume toute une période de l'histoire du cinéma, tu vois, en un seul film. Et c'est ça qui est intéressant. Plutôt que vous tapez... C'est beaucoup dire, mais... Plutôt que vous tapez des films de cette époque qui vont vous ennuyer, regardez juste ce film, ça suffira. non, ok. Non, je pense que ça sert bien, comme j'avais dit, comme premier pas. et comme ça, c'est vrai que les étudiants, ils peuvent savoir s'ils aiment bien, ils continuent sur les innombrables références que j'agite la feuille comme un damné, les innombrables références que toutes les reviews ont citées, ils peuvent aller voir tout ça. Ou alors, s'ils se disent non, ça m'attire pas trop, bah voilà, ils le savent direct, quoi. Mais oui, tout à fait aussi. et d'une manière où normalement il s'ennuie pas de trop. En plus, le film il est assez court, donc ça va, quoi. Ouais, il est court et finalement il se passe quand même pas mal de choses. C'est juste un peu embêtant. Je pense qu'il y a quand même quelques moments, moi j'étais quand même un peu ennuyé parce qu'on sentait parfois le réalisateur utiliser un peu trop d'effets un peu inutiles, comme les vignettes. Hein. Il faut arrêter avec les vignettes, c'est moche et tout. Oui, mais c'est d'époque. Ouais, oui, mais bon. C'est efficace aussi, ça marche. Est-ce qu'on est obligé de tout reprendre de cette époque? Est-ce qu'on peut pas garder ce qu'il y a de meilleur? Il n'a pas tout repris non plus. Oh, calme-toi. Sur une petite note, on l'a pas dit, mais enfin moi, que je trouve la musique très très bien dans ce film, et donc. Ouais, très juste. Ouais, donc et puis il joue très bien avec l'image et la musique en même temps, donc bon, ça faut le noter quand même. C'est de la musique un peu à la ouais, quelque part de nouveau à la cartoon où ça appuie l'action. Ouais, c'est vrai. Bah après, est-ce que toutes les musiques de films ne font pas ça, finalement? Arknea, en fait, les tout premiers films muets, d'ailleurs, comme Le Voyage vers la Lune, c'était quand même beaucoup des musiques monotones, qui se répétaient beaucoup, qui avaient très peu de variations. Non, en réalité, à l'époque, il n'y avait pas de musique, il y avait un pianiste à côté qui jouait un truc, qui improvisait. Et voilà, oui, qui improvisait, officielle, tu vois, en fait. et dans son impro, c'était... voilà, il fallait être talentueux pour bien improviser, tu vois, pour... Ouais, Oui, du coup... on va conclure tout doucement. Je pense qu'on peut conclure, donc... on est tous là. Enchantés d'avoir vu Télépolis, je pense. Je pense que je peux parler au nom de tous. Oui, nous sommes à moins que quelqu'un vienne m'interrompre. Donc tu m'interromps. Non. Finalement, ça a été un peu dur au début, mais j'ai bien apprécié la fin. Donc en fait, encore une fois, c'est toujours la grosse difficulté de ce genre de film, c'est l'immersion, la première immersion. Ouais. Après, quand tu es dedans, tu vois. C'est très ça, bien. je suis d'accord avec toi, j'ai eu le même problème. Au début, j'ai un peu de mal à rentrer dedans et
Et oui, une fois que j'étais dedans. Quoi. Donc voilà, ça va être très compliqué de le montrer à d'autres gens parce que en général, s'ils s'accrochent pas les 5 premières minutes, ils regardent pas, tu vois. Mais t'as fini de prendre les gens pour des cervelés mais qui tiennent pas 5 minutes devant un pas. truc. J'apprécie les gens simples, tu vois. Oh là là. Oh là là. Ah, écoutez, moi je propose que du coup, comme on s'est tous mis plus ou moins d'accord, on se retrouve en partie 2 pour parler de l'autre film, Southland. On garde la surprise. On garde la surprise. On va faire un teaser quand même. Un petit teaser. Un petit teaser. Les pimps ne se suicident pas. Oh attends, non. Ah si, mais du coup, si c'est bien la bonne phrase à employer. La bonne phrase, c'est les beaux gosses ne se suicident pas. Ok, du coup, la question qui tue, est-ce que l'un de nous est un beau gosse et donc ne va jamais se suicider? Pour l'instant, je ne me suis pas suicidé, donc je reste un beau gosse. Oui, d'accord, mais ça veut rien dire, ça. Dessous, faut couper là maintenant, faut couper. N'oubliez pas de vous abonner, on est sur... Oui, ça, abonnez-vous pour plus de chaos et de confusion. Allez, à la semaine prochaine.